Imagine ceci, tu es dans une pièce remplie de personnes qui aspirent toutes au succès. Certaines jouent franc jeu, travaillent dur et restent fidèles à leurs valeurs. D'autres mentent, manipulent et écrasent quiconque se trouve sur leur chemin. Pourtant, ce sont souvent les plus impitoyables qui grimpent le plus haut. Pourquoi ? Le monde est-il vraiment truqué en faveur des pires d'entre nous ? Dans l'histoire, la politique, les affaires, partout où tu regardes, tu trouveras des exemples d'individus qui, malgré leur manque de moralité, ont atteint un pouvoir extraordinaire. Des empereurs impitoyables aux PDG sans scrupules, le schéma se répète. Mais ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une caractéristique de la nature humaine, profondément ancrée dans notre psychologie évolutive et nos structures sociales. Dans un monde où les ressources sont rares, la compétition est inévitable. Ceux qui hésitent, qui cherchent l'équité à chaque tournant, se retrouvent souvent distancés. Pendant ce temps, ceux qui sont prêts à exploiter, tromper et dominer s'élèvent au sommet. Cette réalité brutale t'oblige à affronter une question inconfortable. La moralité est-elle une faiblesse dans le jeu du pouvoir ? Pourtant, le paradoxe est le suivant. Si les pires personnes réussissent souvent à court terme, l'histoire est également remplie de récits de leur chute. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi ils s'élèvent, mais si leur succès est durable. Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui refusent d'abandonner nos principes ? Le pouvoir est une force indéniable de la vie, ni bonne ni mauvaise en soi, mais simplement une vérité de l'existence. Pour comprendre pourquoi les pires personnes réussissent, tu dois d'abord comprendre la nature du pouvoir lui-même. Et pour cela, tu dois plonger dans l'une des idées les plus controversées de Nietzsche, la morale des maîtres contre la morale des esclaves. Allons plus loin. Imagine deux guerriers sur un champ de bataille. L'un est fort, décidé et intrépide. Il prend ce qu'il veut, façonne le monde à sa volonté et ne demande pas la permission. L'autre hésite, attend une validation externe, cherche l'équité et espère que le monde récompensera sa vertu. Lequel de ces deux-là est le plus susceptible de survivre ? Lequel est le plus susceptible de régner ? Friedrich Nietzsche soutenait que la moralité elle-même n'est pas une vérité universelle, mais une création des luttes de pouvoir à travers l'histoire. Il voyait deux systèmes moraux fondamentaux, la morale des maîtres et la morale des esclaves. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits, ils expliquent pourquoi les individus impitoyables s'élèvent souvent à la domination, tandis que ceux qui privilégient la gentillesse et l'équité peinent. La morale des maîtres est la morale des forts, des dirigeants, des conquérants. Elle est basée sur des valeurs comme la force, le courage, l'ambition et le pouvoir. Pour les maîtres, ce qui est bon est ce qui améliore leur capacité à dominer, à créer et à imposer leur volonté au monde. Ils ne cherchent pas d'approbation, ils définissent leurs propres valeurs. Ils prennent la responsabilité de leur destin et ne voient pas la faiblesse comme quelque chose à protéger, mais comme quelque chose à surmonter. La morale des esclaves, en revanche, est la morale des opprimés, des impuissants, de ceux qui ne peuvent pas imposer leur volonté directement. Au lieu de célébrer la force, elle glorifie l'humilité, l'obéissance et le sacrifice de soi. Elle enseigne que la souffrance est noble et que le pouvoir est intrinsèquement mauvais. Nietzsche voyait cela comme un système moral créé par ceux qui manquent de la capacité de dominer, une adaptation psychologique qui leur a permis de survivre dans un monde contrôlé par les forts. Mais voici la vérité inconfortable. La morale des esclaves n'empêche pas l'ascension des impitoyables, elle l'enable. En condamnant l'ambition, en stigmatisant la quête du pouvoir, elle laisse le pouvoir entre les mains de ceux qui ne se soucient pas de la moralité. Pendant que les nobles cœurs hésitent, ceux qui embrassent la morale des maîtres prennent le contrôle. Et dans un monde où l'hésitation équivaut à la défaite, les résultats sont inévitables. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Devrais-tu abandonner la moralité entièrement et embrasser le chemin impitoyable ? Ou existe-t-il une autre manière de concilier force et vertu ? Pour répondre à cela, tu dois regarder plus profondément dans la psychologie de ceux qui s'élèvent au pouvoir, ceux qui refusent d'être des victimes des circonstances. Imagine une vaste étendue sauvage. Dans ce monde, la survie ne dépend pas de l'équité ou de la gentillesse, mais de la force, de l'adaptabilité et de la volonté de faire tout ce qu'il faut. Le lion ne demande pas la permission pour chasser, la tempête ne s'excuse pas pour sa destruction. La nature ne récompense pas la moralité, elle récompense ceux qui peuvent endurer, ceux qui peuvent dominer. La société humaine n'est pas différente. Sous nos lois et nos contrats sociaux,
la bataille primitive pour la survie fait toujours rage. Ceux qui s'élèvent au pouvoir partagent souvent un trait définitif, l'impitoyabilité. Pas nécessairement la cruauté, mais la capacité à agir de manière décisive, sans être encombré par l'hésitation ou la culpabilité. Ce n'est pas un accident, c'est une adaptation évolutive, un mécanisme qui a permis aux individus et aux empires de saisir le contrôle dans un monde qui n'attend pas les hésitants. Les psychologues ont longtemps étudié les traits qui prédisent le succès dans des environnements compétitifs. Encore et encore, nous voyons les mêmes schémas, des niveaux élevés d'ambition, une faible sensibilité à la peur, et peut-être le plus controversé, un sens réduit de l'empathie pour ceux qui se dressent sur leur chemin. Cela ne signifie pas que toutes les personnes puissantes sont des psychopathes, mais cela signifie que beaucoup d'entre elles possèdent des traits qui leur permettent d'agir sans les contraintes émotionnelles qui retiennent les autres. Considère les leaders, les entrepreneurs et les conquérants qui ont remodelé l'histoire, de Jules César au magnat des affaires modernes. Le schéma est clair, l'hésitation est une responsabilité, et le pouvoir est pris, pas donné. Les forts n'attendent pas la permission pour diriger, ils avancent, prennent des risques et affrontent les conséquences plus tard. C'est pourquoi les impitoyables s'élèvent souvent, tandis que les hésitants restent dans l'ombre. Mais voici le paradoxe, l'impitoyabilité seule ne suffit pas. Ceux qui manient le pouvoir sans sagesse font souvent face à des chutes spectaculaires. Les mêmes qualités qui permettent à une personne de grimper au sommet peuvent aussi être leur perte. Un leader qui règne par la peur seul finira par être consumé par les forces même qu'il contrôlait autrefois. L'histoire est jonchée de tyrans qui croyaient être invincibles, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Alors, si le pouvoir est souvent saisi par ceux qui sont impitoyables, cela signifie-t-il que la moralité et l'équité sont condamnées à l'échec ? Pas nécessairement. Mais pour comprendre pourquoi, tu dois remettre en question l'une des plus grandes illusions de la société moderne. La croyance que le monde est juste. Dès l'enfance, on nous raconte une histoire réconfortante. Le monde est juste, les bonnes personnes sont récompensées et la justice prévaudra toujours. Les contes de fées, les enseignements religieux et les philosophies morales renforcent cette croyance. Mais ensuite, en entrant dans la réalité, une contradiction brutale émerge. Les travailleurs les plus acharnés ne sont pas toujours les plus riches, les plus honnêtes ne dirigent pas toujours, et les cœurs les plus gentils sont souvent les plus brisés. Cette déconnexion n'est pas une faille dans le système, c'est le système. L'idée d'équité est à bien des égards une construction sociale, un récit conçu pour maintenir l'ordre plutôt que de refléter la réalité. C'est une illusion réconfortante, mais une illusion néanmoins. Le pouvoir et le succès ne sont pas distribués uniquement sur la base du mérite. Ils sont pris, combattus et souvent accaparés par ceux qui comprennent mieux le jeu que les autres. La recherche psychologique a révélé un phénomène appelé le sophisme du monde juste. La tendance à croire que la vie est intrinsèquement juste, que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Cette croyance est dangereuse car elle encourage la passivité. Si tu supposes que la bonté seule mènera au succès, tu risques d'ignorer les réalités de la compétition, de la stratégie et du pouvoir. Et pendant que tu attends la justice, ceux qui ne partagent pas tes illusions avancent déjà. Mais cela signifie-t-il que la moralité est sans signification ? Devrais-tu abandonner tous les principes dans la quête du pouvoir ? Pas tout à fait. La clé est de comprendre le jeu sans en devenir l'esclave. Ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui croient que simplement jouer gentiment suffira. Mais ceux qui apprennent à équilibrer l'intégrité avec la pensée stratégique, qui combinent la gentillesse avec la force, sont ceux qui réécrivent les règles. La vérité est la suivante. L'équité n'est pas quelque chose que tu peux attendre, c'est quelque chose que tu dois créer. Et cela nécessite du pouvoir. Nietzsche voyait cette lutte comme une partie fondamentale de l'existence humaine. Sa réponse n'était pas de se soumettre à l'illusion de l'équité, ni de devenir aveuglément impitoyable. Au lieu de cela, il pointait vers quelque chose de plus élevé. Une manière de transcender à la fois la faiblesse et la cruauté. Pour comprendre cela, tu dois explorer l'une de ses idées les plus révolutionnaires. Le surhomme, Übermensch, l'individu qui s'élève au-delà de la moralité, des illusions et des limitations. Imagine-toi debout au bord d'un vaste abîme. Derrière toi se trouve le monde tel qu'il est, rempli d'injustice, de limitations et du poids oppressif de la convention. Devant toi se trouve l'inconnu, un chemin que seuls les audacieux osent emprunter. La plupart hésiteront, enchaînés par la peur et le doute. Mais quelques-uns feront le saut. Ce sont les surhommes, les individus qui s'élèvent au-dessus des masses, qui forgent leur propre chemin,
qui redéfinissent le pouvoir à leurs propres termes. L'idée de Nietzsche du surhomme, ou Übermensch, ne concerne pas la force brute ou la domination aveugle. Il s'agit de se surpasser soi-même. Le surhomme est quelqu'un qui refuse d'être une victime des circonstances, qui n'accepte pas la moralité imposée sans question et qui façonne son propre destin au lieu de se conformer aux attentes des autres. Au cœur du surhomme se trouve la volonté de puissance. Contrairement à la moralité passive de la soumission et de la culpabilité, la volonté de puissance consiste à embrasser ses instincts les plus profonds pour créer, transformer et imposer un sens à un monde dénué de sens. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Alors que les faibles sont piégés par la peur, le surhomme avance, libéré des illusions sociétales. Mais voici la clé, le surhomme n'est pas impitoyable par cruauté. Contrairement aux tyrans et aux manipulateurs qui cherchent le pouvoir par insécurité, le surhomme n'a pas besoin de validation. Sa force vient de l'intérieur. Il ne dépend pas de la tromperie ou de l'oppression, car son pouvoir est autogénéré, indépendant de l'approbation externe ou du succès éphémère. C'est pourquoi les pires personnes peuvent s'élever au pouvoir, mais elles ne transcenderont jamais vraiment. Les impitoyables jouent un jeu temporaire, grimpant par manipulation et force. Mais le surhomme joue le jeu infini, construisant quelque chose de plus grand que lui-même. Ils sont des créateurs, pas seulement des preneurs. Alors, comment incarnes-tu cela? Comment navigues-tu dans un monde qui récompense les impitoyables tout en refusant de devenir l'un d'eux? La réponse réside dans la compréhension du pouvoir, non pas comme une arme, mais comme un outil. Imagine ceci, tu es dans un jeu à enjeux élevés où les règles sont écrites par ceux qui jouent pour gagner à tout prix. Si tu hésites, si tu supposes que l'équité te protégera, tu perds. C'est la réalité à laquelle beaucoup sont confrontés dans les affaires, la politique et la vie elle-même. Les impitoyables le savent, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais cela signifie-t-il que tu dois devenir comme eux pour survivre? Pas nécessairement. L'erreur que font la plupart des gens est de croire qu'ils n'ont que deux choix, être impitoyable ou être une victime. Mais il existe une troisième voie, qui combine la pensée stratégique avec l'intégrité, qui te permet de rivaliser sans perdre ton âme. La philosophie de Nietzsche ne concernait pas la domination aveugle, mais la transcendance de la faiblesse tout en maintenant l'authenticité. La clé est de comprendre le pouvoir sans en devenir l'esclave. Voici comment, l'une des plus grandes faiblesses des gens est leur croyance que la vie devrait être juste. Elle ne l'est pas, et ne l'a jamais été. Les compétiteurs les plus forts l'acceptent tôt. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre de l'injustice. Ils apprennent les règles du jeu et les utilisent à leur avantage. Cela ne signifie pas abandonner l'éthique, mais reconnaître que le pouvoir est neutre, et que ceux qui le comprennent le manient le mieux. Beaucoup échouent parce qu'ils supposent que la gentillesse seule leur apportera le succès. Mais le pouvoir est rarement donné, il est pris. Cela ne signifie pas devenir cruel, mais comprendre l'esprit de ceux qui cherchent à t'exploiter. L'empathie stratégique signifie lire profondément les gens, reconnaître leurs motivations et anticiper leurs mouvements. Cela te permet de naviguer dans la tromperie sans devenir trompeur toi-même. La plupart des gens sont contrôlés par la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de se tenir seul. Le surhomme, cependant, développe un pouvoir interne. Cela signifie embrasser l'inconfort, prendre des risques et forger son propre chemin malgré l'opposition. Les personnes les plus réussies ne demandent pas la permission, elles créent des opportunités là où il n'y en a pas. Il y a une différence entre l'impitoyabilité aveugle et l'impitoyabilité contrôlée. La première est une destruction sans but, la seconde est la capacité à faire des choix difficiles sans hésitation. Parfois, le pouvoir nécessite de s'éloigner des relations toxiques, de prendre des décisions impopulaires ou de confronter des vérités inconfortables. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la force. La clé est de savoir quand et comment l'appliquer. Les impitoyables s'élèvent souvent rapidement, mais ils tombent aussi durement. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est construit sur l'exploitation, pas sur la création. Le véritable surhomme construit, que ce soit une entreprise, une idée, un mouvement ou une transformation personnelle. Lorsque tu crées de la valeur, tu deviens indispensable. Tu n'as pas besoin de manipuler, car ton pouvoir est gagné, pas volé. Alors, peux-tu réussir dans un monde qui récompense les impitoyables? Absolument. Mais seulement si tu arrêtes de jouer selon les anciennes règles,
si tu arrêtes d'attendre l'équité et commences à maîtriser le pouvoir à tes propres termes. Mais cela nous amène à la question ultime. Le pouvoir est-il intrinsèquement mauvais, ou est-il simplement mal compris? Le pouvoir est la force qui anime le monde, façonnant la vie de ceux qui le possèdent et de ceux qui sont à sa merci. Mais le pouvoir est-il intrinsèquement mauvais? L'exploration du pouvoir par Nietzsche ne concernait pas seulement la domination, mais aussi la création. La volonté d'acquérir du pouvoir, selon Nietzsche, est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'écraser les autres sous ta botte, mais de te surpasser, de transcender les limitations du moment présent et de devenir plus que tu n'as jamais imaginé. Pourtant, à travers l'histoire, le pouvoir a souvent été lié à la corruption. Nous avons vu d'innombrables leaders qui, une fois qu'ils ont pris les rênes, succombent à l'ego, à la cupidité et à la tyrannie. Ce paradoxe nous laisse nous demander, le pouvoir est-il mauvais, ou expose-t-il simplement les pires aspects de la nature humaine? Nietzsche soutenait que le pouvoir, dans sa forme la plus pure, ne consiste pas à nuire aux autres, mais à te surpasser, à viser la grandeur et à créer de nouvelles valeurs, sans succomber aux moralités imposées par la société. Cependant, la boussole morale de la société fait souvent paraître le pouvoir comme corrompu. Dans un monde où la vertu est célébrée, l'individu qui cherche le pouvoir est souvent vu avec suspicion. Mais et si c'était une incompréhension? Et si, en rejetant la moralité conventionnelle et en créant tes propres règles, tu incarnais simplement la forme la plus vraie de la vie, une vie brute, non filtrée et sans excuse? Nietzsche ne voyait pas la volonté de puissance comme un simple désir de contrôle sur les autres, mais comme une force intérieure, une pulsion pour vivre plus pleinement, pour explorer les limites de ton potentiel. Sous cet angle, le pouvoir devient une quête éthique, qui te défie de briser les contraintes sociétales et de définir ton existence à tes propres termes. Mais cela signifie-t-il que tous ceux qui cherchent le pouvoir sont vertueux? Pas nécessairement. Le chemin vers le pouvoir peut être une épée à double tranchant, menant soit à l'illumination, soit à la destruction. La différence réside dans l'intention. La quête du pouvoir est-elle un moyen d'imposer ta volonté aux autres, ou un processus de dépassement de soi, de création d'une réalité alignée avec tes aspirations les plus élevées? Alors, le pouvoir est-il mauvais? Pas intrinsèquement. C'est un outil qui, lorsqu'il est manié par une personne intègre, peut mener à une grandeur inimaginable. Mais lorsqu'il est utilisé pour un gain égoïste ou pour opprimer les autres, il révèle les aspects les plus sombres de la nature humaine. Le défi de Nietzsche pour toi est de repenser le pouvoir, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à maîtriser à travers la discipline, la force et un engagement inébranlable à devenir plus que tu ne le es aujourd'hui. Si cette exploration du pouvoir et du succès t'a fait réfléchir, a remis en question tes hypothèses et a suscité une curiosité plus profonde pour la vie et la philosophie, alors assure-toi de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et de rester à l'écoute pour de nouveaux contenus chaque jour. Ensemble, continuons le voyage vers la compréhension, la croissance et la poursuite d'une vie plus puissante.